Bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode de l'Impact Talk. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le plateau 2 serial entrepreneurs. Marie, cofondatrice de Better. Avec Better, elle a pour ambition de révolutionner la façon dont les donations se font. Comment? Elle crée une plateforme logicielle qui met en relation les grandes entreprises, leurs employés et les bénéficiaires. À ses côtés, on retrouve Daniel, cofondateur de Impact2. Lui s'attaque à un problème majeur pour tout parent de nouveau-né. Il veut sauver 10 000 places en crèche. En effet, 40% des parents ne trouvent pas de place pour leurs enfants en crèche lorsqu'ils en ont besoin. On remercie Hub, qui est notre sponsor pour cette émission. Et à mes côtés, lors de l'émission, vous aurez Delphine, conseillère chez Hub, et Béatrice de Mailleux, qui m'aideront à animer cette discussion que j'espère passionnante. Merci à vous. Bonjour Béatrice. Bonjour Nicolas. Bonjour Delphine. Bonjour Nicolas. Bonjour Daniel. Bonjour. Et bonjour Marie. Bonjour Nicolas. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Daniel et Marie sur le plateau. Et pour commencer, ça serait intéressant que vous puissiez vous présenter, mais mutuellement. Donc, Marie, est-ce que tu pourrais présenter qui est Daniel et ce qu'il fait? En quelques mots, hein. Ça marche. Daniel a lancé un projet qui s'appelle Impact2 et il s'adresse avec Philippe de l'OPM à pas mal de problématiques sociétales. Ils essayent de trouver des solutions et de les tester. Et une fois que ça fonctionne, ils espèrent que le gouvernement prenne la suite. Et là, ce à quoi il s'adresse pour l'instant est super important, c'est les places en crèche. Et donc Effectivement, exactement. parce que félicitations. De manière très intéressée, je trouve que leur projet est top. Et donc réfléchir à cette problématique pour que toute famille qui a des enfants puisse sereinement trouver une place en crèche et reprendre le travail quand ils veulent. Super. D'ailleurs, avant de te repasser la parole, enfin, un grand bonjour à Philippe. Tout à fait. Daniel. Mais effectivement, alors Marie, elle fait quelque chose aussi extrêmement important, c'est qu'elle va vous encourager à donner et elle va le faire avec des outils qui sont des outils modernes, très simples, qui vont vous permettre de découvrir plein d'associations super intéressantes et de les soutenir parce qu'aujourd'hui, elles en ont hyper fort besoin. Et donc, vraiment, c'est un canal qui permet de faciliter l'arrivée des fonds vers toutes ces associations qui font des choses extraordinaires et qui gagnent vraiment à être connues et qui le sont grâce à Better. Petite question directe, là, vous travaillez ensemble? Alors, parce que vous vous connaissez, vous pitchez les projets de l'autre de manière extraordinaire. Il se fait que Marie, elle a déjà eu un enfant. Et donc, la problématique des crèches, ça lui parle. Et elle est venue en témoigner pour petite émission qu'on a fait où on expliquait vraiment à la fois notre modèle, la problématique et ce qu'on proposait pour trouver des solutions. Et Marie a très gentiment accepté de venir témoigner. On m'a dit arrête de râler, viens nous aider. C'est ça l'entrepreneuriat au final. Hein, on a un problème, on essaie de trouver des solutions. Donc peut-être pour embrayer, Impact2, c'est quoi? C'est quoi le pitch là? Le pitch pour expliquer dans les grandes lignes ce que c'est. Alors Impact2, l'objectif c'est d'adresser des problématiques sociétales, mais avec une approche entrepreneuriale. Donc c'est en fait se rencontrer deux mondes qui à la base ont des logiques très différentes. Effectivement, aujourd'hui, concrètement, on travaille sur la problématique des crèches, mais avant ça, on travaille dans l'éducation, on travaille dans des questions de citoyenneté. Et l'objectif, c'est toujours d'approcher une problématique qui est mal résolue en parlant avec tout le monde, en pivotant progressivement une solution qu'on imagine vers celle qui paraît la plus optimale, et puis de proposer un modèle qui peut être réapproprié par les pouvoirs publics et qui permet de résoudre un problème. Donc, par exemple, la problématique des crèches, on a rencontré des centaines, en tout cas des dizaines et des dizaines de directrices de crèches, l'ancienne ministre, la nouvelle ministre, l'ONE, les fédérations, etc., pour vraiment essayer de comprendre avec un regard un peu candide pourquoi il y avait un problème, d'objectiver les choses, parce que comme on n'a rien à vendre et qu'on n'a pas de couleur politique, on est aussi très libre dans la manière dont on a d'aborder une problématique. Et puis, une fois qu'on a fait le diagnostic, on a constaté qu'effectivement, il y avait un énorme problème, qu'il y avait 10 000 places d'accueil d'enfants qui étaient vraiment à risque de disparaître à très court terme si on ne fait rien, et qu'il y avait déjà 2 700 places qui avaient disparu dans les crèches privées. Et quand on dit 10 000 places, ouais. C'est 10 000 places en Fédération Wallonie-Bruxelles, ou c'est dans l'entièreté de la Belgique? Non, juste Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ce qui est énorme parce qu'on a à peu près 100 000 naissances par an en Belgique, hein, un tout petit peu plus si ma mémoire est bonne. Donc là, ça veut dire qu'on est à quasiment 20%
des naissances qui ne seraient pas couvertes. C'est quoi un peu les chiffres? Ouais, les chiffres, il y a 123 500 enfants entre 0 et 2 ans et demi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et l'idée, c'est d'avoir, l'objectif de l'ONE, la recommandation de l'Europe, c'est d'avoir 50 places pour 100 enfants. Ce qui est déjà pas incroyable, parce que qu'est-ce qu'ils font les 50 autres? En réalité, ils ne vont pas tous à plein temps, donc 50 places, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il faudrait avoir en Fédération Wallonie-Bruxelles 61 000 places. Aujourd'hui, il y en a 45 000. Donc il en manque 16 000. Et effectivement, on a constaté qu'il y a 10 000 places supplémentaires qui risquent de disparaître. Pourquoi? Alors, pourquoi? C'est assez simple, finalement. Quand on a décortiqué toutes les sources de financement, on se rend compte qu'une place en crèche privée, c'est en fait 10 000 € de rentrée par an pour la structure qui accueille l'enfant. Et en fait, il lui faudrait 14 500 pour respecter l'ensemble des contraintes qui sont fixées par l'ONE. Donc, il y a 4 500 € par place par an. Et quand on parle de contraintes, c'est des contraintes quoi? Législatives? C'est en fait des chouettes contraintes. C'est-à-dire il faut une puéricultrice pour 7 enfants, il faut un minimum de mètres carrés, il faut de matériel, il faut de la sécurité, donc la sécurité incendie, etc. Donc c'est des très bonnes règles, mais aujourd'hui l'équation ne fonctionne pas. Ouais. Et ce qu'on propose, c'est en fait un modèle, une sorte de partenariat public-privé, où on dit aux communes, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour des montants beaucoup plus faibles que ce que vous investissez dans toutes les crèches subventionnées communales, qui coûtent typiquement 22 800 € par place par an, eh bien, vous allez pouvoir non seulement garantir la pérennité de ces 10 000 places d'accueil privées, mais vous allez créer un modèle qui va permettre à plein d'autres personnes, beaucoup de femmes, de décider de se lancer et d'accueillir des enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles crèches qui se créent parce que si tu fais 2-3 calculs, tu comprends qu'en fait, ce n'est pas une bonne idée. Rentable. Excellent. Et alors, un dernier point qui est assez intéressant aussi dans votre approche, parce que c'est ce que vous aviez fait avec EduKit. Tu pourras dire un mot sur EduKit pour donner du contexte, mais ce n'est pas une volonté de pérennisation de l'ASBL ou de l'action, c'est de montrer qu'il y a un modèle possible. Ouais. Et puis après, de laisser le public, en l'occurrence, prendre le relais, en disant, vous ne trouvez pas la solution, laissez-nous la dessiner. Une fois qu'on vous a prouvé que ça fonctionne, que c'est comme ça qu'on le fait, on peut passer à la suite. Oui, tout à fait. Donc, EduKit, l'objectif, c'était de faire en sorte que les jeunes sortent de l'école avec un bagage numérique qui n'est pas juste Snapchat, Instagram et TikTok. Qui sont très importants. Hein. Et LinkedIn. Dans notre cas ici. Et YouTube en plus. Oui, mais c'est chouette de voir qu'il y a aussi d'autres choses. Tout à fait. On est d'accord. Et c'est important pour après trouver un job, pour avoir une vie qui est épanouissante, de pouvoir avoir une capacité à utiliser ces outils-là qui sont quand même assez importants dans nos vies aujourd'hui. Et donc, on a mis en place un projet qui visait à équiper chaque jeune d'un ordinateur et d'accompagner les enseignants pour les aider à voir comment le numérique pouvait leur permettre d'avoir des cours plus intéressants, plus riches, etc. Et donc, mais pour que ça puisse fonctionner, parce qu'il faut le faire à grande échelle, il y a 360 000 jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce n'était pas possible d'imaginer créer une ASBL qui, sur le côté, pour l'éternité, allait gérer cette problématique. Et donc, on s'est dit dès le départ, comment on peut créer un modèle où, progressivement, en collaboration avec les acteurs publics, on va pouvoir travailler et s'assurer qu'à un moment, ça puisse être pris et mis à l'échelle. Et donc, on a travaillé pendant 5 ans. Après 3 ans, on a pu démontrer vraiment les bénéfices du modèle, que c'était moins cher et plus efficace. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé que ça devenait leur modèle pour l'ensemble des écoles. Ce point-là est vraiment... Et alors, on s'est dit, voilà, en 2 ans, on va travailler 2 ans avec les acteurs publics, et ils ont engagé 42 personnes pour mettre le projet à l'échelle. Et nous, en 2023, on a pu dire, OK, il y a plus de 100 écoles qui sont déjà passées dans le modèle. On avait pu déjà équiper 25 000 jeunes. C'était 7 000 enseignants qui ont été accompagnés? 7-8 000, 8 000, exactement, 8 000. Mais voilà, dans ces eaux-là. Et donc, on a pu laisser le système continuer. Et ce qui est vraiment chouette aujourd'hui, c'est que nous, on travaille plus sur cette problématique, mais chaque année, il y a 20 000 jeunes qui reçoivent un ordinateur et qui rentrent dans le système et qui... voilà. Super. Et j'avais une question. Est-ce que c'est toujours bien accepté, c'est toujours bien aperçu, en fait, quand il y a une... Que comme ça, deux gars débarquent et disent en Par fait, les on a réfléchi et on devrait faire on pourra différemment. améliorer votre modèle. À ton avis Ok, clap de fin. Non, c'est pas toujours facile au départ, mais à accepter que quelqu'un qui travaille dans le secteur depuis 20 ans se voit proposer un autre modèle pour, par exemple, financer les crèches ou amener le numérique à l'école.
Mais on n'est pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre. On est là pour proposer des idées. On travaille en essayant d'objectiver les situations. Et honnêtement, on est là juste au service d'un objectif. Donc, bon, on n'est pas là pour faire les malins et écraser Mais les gens que sur la qui partie francophone. Alors, au départ, on avait des grandes ambitions de le faire au niveau belge. Et puis, la réalité, c'est qu'il y a deux mondes qui vivent des réalités quand même assez différentes, que ce soit à l'école ou dans les crèches. Et sans doute aussi, les centres de compétences sont politiquement ou publiquement répartis au niveau régional. Donc, en fait, tu n'as pas les mêmes interlocuteurs, donc tu dois dupliquer tout ton travail. Communautaire, ouais, tout à fait. Mais les régions aussi jouent des rôles. Et souvent, dans les problématiques belges, il y a de multiples couches à la lasagne. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment tu transfères certains éléments d'un côté à l'autre pour que ce soit plus efficace. Donc, d'ici quelques années, vous allez le faire au niveau belge et puis après au niveau européen. Non, je pense que vraiment l'objectif, c'est pas forcément de grandir pour grandir. L'objectif, c'est d'essayer de pouvoir disparaître le plus souvent possible, parce qu'on aura l'impression qu'une problématique a été pas résolue, mais en tout cas qu'on a créé un cadre, des nouvelles règles du jeu qui sont plus bénéfiques et qui sont plus pérennes pour l'avenir. Donc si on pouvait disparaître plein de fois, ce serait vraiment super. Et vous êtes que 2 chez Impactou ? Alors, actuellement, on est 2. Quand le projet EduKit, on était jusque 9, 10 même, qui étaient tous les enseignants qu'on avait engagés pour pouvoir former d'autres enseignants. Mais pour le moment, pour Impactou, pour la problématique des crèches, on est 2. C'est ça. Et en fait, par projet, l'équipe peut grandir sur un projet spécifiquement. Voilà, tout à fait. Okay. Et donc, on travaille sur nos propres projets, mais on coach aussi des projets qui ont un peu les mêmes valeurs que les nôtres. Donc, entre autres, aujourd'hui, on travaille avec une ASBL qui s'appelle EAT, École à table, qui travaille sur l'amélioration de la qualité des cantines dans les écoles fondamentales, et particulièrement les écoles fondamentales à indice socio-économique faible. Et un autre projet qui s'appelle Civics, qui vise à rapprocher les jeunes et la politique. Et donc, c'est tous des sujets... moi, je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir travailler sur des sujets comme ça. C'est ce qui m'a donné envie de plus nécessairement faire que l'entrepreneuriat for profit, mais de pouvoir adresser comme ça toutes des questions for impact qui sont passionnantes. Fantastique. Alors j'en profite parce que tu parlais de Eat. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, le 4e épisode nous parle justement du gaspillage alimentaire, mais aussi du projet Riche Kombucha. Donc je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. N'arrêtez pas cet épisode-ci, vous le regardez jusqu'au bout, mais de mettre dans vos favoris ou dans votre playlist l'épisode précédent. Marie, oui. Toi aussi, tu as des grandes ambitions, un grand impact, des grandes envies. Explique-nous, Better, comment au niveau d'une modernisation, de la donation entre les entreprises, les employés, les bénéficiaires, c'est quoi Better ? C'est quoi Better ? Vaste projet. En fait, on est né du constat que les associations aujourd'hui passent presque 40% de leur temps à lever des fonds, entre 30 et 40%. Et donc, par exemple, une association qui a 4 employés va avoir un employé qui est 100% dédié à la levée de fonds. Et c'est nécessaire et c'est le modèle qui l'oblige, donc ce n'est pas du tout un reproche. Mais en fait, il n'y a aucune association qui va dire « ouais, ça, c'est vraiment ce qu'on adore faire ». Non, elles existent à la base pour régler une problématique, pour changer quelque chose. Et donc, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de compétences. Et donc, notre rêve à la base était de dire « ok, mais il devrait y avoir une autre structure qui peut les libérer de ce temps-là ». Surtout pour les petites assos où ils vont être 2 ou 3 à travailler et où ce n'est pas toujours leur compétence. Si c'est 3 assistantes sociales qui ont créé une association pour aller aider les personnes qui vivent dans la rue, elles doivent faire ça en plus de leur job, etc. C'est extrêmement compliqué. Et en parallèle, on s'était rendu compte que le donateur moyen vieillissait en Belgique. Et du coup, on s'est dit, OK, mais il doit y avoir une raison pour ça. C'est pas juste parce que notre génération est plus radine que ses précédents, ça on voulait pas accepter. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup d'associations utilisaient des moyens qui n'étaient pas toujours à jour, qui n'étaient pas toujours sur les réseaux sociaux, pas toujours avec des moyens de paiement digital, etc. Et donc, on s'est dit, OK, ben, si on s'adresse à notre génération, qu'on a qualifiée comme les 30-45 ans, tout le monde est le bienvenu, mais voilà, ça c'est notre corps. Les millennials. Voilà, exactement, les millennials, mais qui n'aiment pas être appelés qui sont des millennials. Eh ben, on pouvait peut-être trouver une solution. Et donc, l'idée est très simple, c'est quand on a été parler à toutes ces personnes qui disent « Ah oui, moi j'ai envie de m'engager, etc. » Ben alors, pourquoi tu ne le fais pas ?
parce que ça prend du temps, je sais pas par où commencer. Et en fait, entre 30 et 45 ans, tu es super occupé, tu construis ta carrière, ta famille, les deux, tu rénoves une maison, tu fais plein de trucs, quoi. Et donc, en fait, le dimanche, tu te dis pas, je vais me renseigner sur toutes les assos qui existent et laquelle me correspond le mieux. Et donc, on a voulu enlever toutes ces barrières. Et donc, à la base, on s'est dit, OK, on fait une plateforme où les gens viennent, ils nous disent ce qu'ils ont envie de voir changer. C'est très personnel. On a tous un truc où on dit, franchement, si ça c'était réglé dans la société, je dormirais mieux. Que ce soit les personnes qui vivent dans la rue, que ce soit les problèmes de santé, que ce soit l'éducation. Donc les gens viennent sur la plateforme et disent leur envie de changement. Tu vois, le truc, moi je compare ça un peu à un pull qui gratte, quoi. Le truc qui les gratte où ils disent ça, s'il y avait plus ça, franchement je vivrais mieux. Ça peut être le climat, c'est très personnel, ça dépend de notre vécu, de notre histoire, de ce qui nous intéresse. Et donc ils vont venir, ils vont dire, moi par exemple, c'est l'éducation et l'inclusion par exemple. Et alors ils nous donnent un budget. Ça commence à 5 € par mois, donc franchement c'est le prix d'un cappuccino. Et ils s'engagent à donner 5 € par mois pour cette cause. Et nous, tous les mois, tous les premiers dimanches du mois, on va leur envoyer une vidéo. Et donc, on va leur dire, si tu as choisi, par exemple, éducation et inclusion, peut-être que la première vidéo que tu vas recevoir, on va te présenter Tada, tout comme ça, tu es de l'avenir. Tu regardes ta vidéo, et puis, c'est comme Tinder, tu swipes. Donc, soit tu dis, j'adore, hop, et ils reçoivent tes 5 €. Soit tu dis, sympa, mais c'est pas mon type de projet. Tu dis non, et on t'en présente une autre, jusqu'à ce que tu aies ton match du mois. Et donc l'idée, c'est chaque mois, le cycle recommence. Voilà, sauf si tu fais ton super like et que tu dis non, là j'ai trouvé mon match for life, et du coup tu peux les soutenir tous les mois. Et donc au-delà de l'abonnement, qui facilite un petit peu les choses, il y a ce côté un petit peu où le donateur est actif. En fait, c'est pas voilà, j'ai un abonnement, ce sera comme ça je sais que c'est tous les mois, et en fait je verrai jamais à qui je donne. On reste actif, le but c'est de le maintenir actif et intéressé. On a les deux types de profils. On a des gens qui nous disent non mais moi je suis super content, ma conscience est tranquille, je sais que l'argent va à des chouettes projets. Et je vous fais confiance, et tout me va. Et parfois à la fin d'année, je vais regarder sur mon compte quels sont les projets que j'ai soutenus, et quand j'ai du temps en fait, je regarde en bloc. Et puis on a les autres hyper investis, qui sont hyper contents, qui veulent voir leurs vidéos, qui partagent, etc. Et les deux sont très bien. Mais ça, c'est l'idée, en fait. C'est de créer, en fait, de l'enthousiasme pour les associations, que ce soit un plaisir de donner. C'est des petits montants. Chacun donne un montant qui, normalement, lui fait pas très mal par mois. Et que donc, il y ait vraiment ce plaisir de découverte et ce plaisir de dire « Ah, mais je suis content de soutenir ce projet. Et du coup, je peux devenir ambassadeur de ce projet. Je peux en parler à d'autres. Je peux dire « Ah, mais vous avez entendu, etc. » Parce qu'en un an, je découvre 12 projets. Et donc, je suis aussi beaucoup plus au courant. Au lieu de me dire, ce fameux pull qui gratte, au lieu de me dire « Ouais, l'éducation en Belgique, ça va pas. » En fait, non. Je découvre plein de gens qui, tous les jours, bossent pour tous ces problèmes. Et aussi, je commence à comprendre toutes les facettes de cette problématique, parce qu'en fait, il y a des gens qui font du curatif, donc qui solutionnent les problèmes aujourd'hui, maintenant, mais il y a des gens qui font des plaidoyers, qui font en sorte que le système change, et donc je commence à comprendre aussi que, en fait, c'est pas juste l'éducation en Belgique, ça va pas, c'est pas vrai, qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent super bien, qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent moins bien, mais qu'on peut solutionner facilement, et puis il y a des problèmes super complexes sur lesquels il y a des gens super ambitieux qui travaillent sur le long terme, et donc c'est chouette aussi de sortir de cette position de ça va pas à plutôt mais il y a plein de gens qui se bougent, comment je peux les aider, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, alors peut-être qu'il y a une évolution dans le projet, mais moi de mémoire, j'avais ce côté aussi qu'il y avait un rôle des entreprises dedans. C'est ça. Donc à la base, ça c'était notre point de départ. Et c'est un projet philanthropique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de business model. C'est inciter les gens à donner. Donc on était soutenu par une fondation pour un certain temps, pour lancer vraiment le don, rendre le don développer l'application, et dépoussiérer un peu la philanthropie. Ça c'était notre mission de base. Après, on a voulu grandir notre impact et on s'est rendu compte en fait qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont venues nous voir et qu'on dit mais en fait j'aimerais trop avoir ce même modèle chez moi, je trouve ça super. Nous on sait jamais par où commencer quand on veut avoir une politique CSR ou quand on veut commencer le côté de giving back. Et de la même manière où c'est les core competencies de personne dans une entreprise. Il y a personne qui dit moi je connais super bien toutes les ASBL. Donc souvent alors on va donner à l'ASBL du comptable parce qu'il est super sympa et qu'il fait des trucs très bien avec son ASBL. Et du coup qui décide dans ces cas-là, dans ces entreprises? Dans ces entreprises, dans les grandes entreprises, c'est souvent très bien fait. Il y a tout un département CSR, il y a des appels à projets, etc. Et là leur difficulté est que même si c'est très bien fait et qu'ils soutiennent des super projets, ils n'arrivent pas à le communiquer à leurs employés ou à leurs clients. Et donc, en fait, si tu vas demander à des grandes boîtes, il y en a qui font des trucs super, et puis quand ils demandent à leurs employés disent « je sais pas trop ce qu'on fait », mais c'est hyper frustrant pour eux. Ils sont pas impliqués. Voilà, ils sont pas impliqués.
Et pareil, leurs clients disent « Ah non, je ne crois pas qu'ils font quoi que ce soit », alors qu'ils font des trucs. Mais ils ne savent pas comment communiquer, ils ont peur d'être maladroits, de donner l'impression de le faire pour des mauvaises raisons. Enfin, il y a plein de raisons qui font que la communication ne passe pas. Ça, c'est dans les grandes boîtes. Et dans les petites boîtes, c'est que ça tombe en plus sur soit le RH, soit le directeur, on top of tout son boulot. Et donc, souvent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont donner aux associations qu'ils connaissent, et c'est normal. Mais du coup, pareil, si toi, ton truc, c'est le climat et que tu dis « On va aider à la reforestation de l'Amazonie », c'est un super projet. Ça va peut-être enthousiasmer 20% de tes employés et les autres ne vont pas se sentir connectés. Et donc là, l'idée est de dire, voilà, pour une partie de ton projet, de ton budget, de dons, implique tes employés et ou tes clients et demande-leur leur avis. Et c'est comme ça qu'ils trouvent un équilibre en disant, en fait, quand je suis dans une grosse structure, j'ai un département, ce département a ses priorités et laisse une enveloppe participative. C'est ça. Et c'est là où vous venez en disant, nous, on offre le côté participatif et la variété des projets qui pourraient être supportés. C'est ça, exactement. Donc, on amène 2 compétences. C'est la plateforme où tout le monde peut voter, donner son avis, décider où va son budget personnel. Et puis, on a le côté expertise philanthropique où on assure une sélection rigoureuse des associations, on fait un suivi de l'impact, etc. Et donc, concrètement, pour les entreprises, ce qui est cool, c'est que ça leur permet, en fait, d'une part, d'engager leurs employés. Donc, concrètement, on a 2 produits. Le premier, c'est un abonnement. L'autre, c'est un cadeau. L'abonnement, c'est tout simplement, en fait, mes employés, ils ont des chèques repas, des chèques éco. Là, je leur donne un chèque impact. Donc, si j'ai 100 employés, ils reçoivent chacun 5 € par mois qu'ils peuvent donner à l'asso de leur choix. Et donc ça, c'est chouette parce que tu dis à tes employés, en fait, si on a du bénéfice qu'on peut redistribuer, c'est aussi grâce à vous. Du coup, je vous demande votre avis de où vous voulez qu'il aille. Mais ce qui est aussi super chouette, c'est qu'en fait, du coup, tu rentres dans un cercle vertueux parce que tes employés sont beaucoup plus au courant des assos qui existent. Et donc, souvent, moi, je dis, mais c'est les premières briques de votre stratégie RSE. Après, vous avez des employés qui connaissent des assos maintenant, qui ont envie de s'engager. Donc, si vous voulez faire du mécénat de compétences, ils savent où ils veulent aller. Si vous voulez faire des trucs comme Give a Day, ils disent non, moi j'ai découvert tel asso, je veux aller là. Si vous voulez faire des team building solidaires, pareil. Donc, en fait, pour toutes vos prochaines étapes, vous avez des employés plus engagés, plus informés et qui ont un avis. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et donc, les HR adorent avoir ces datas-là aussi. Savoir qu'est-ce qui intéresse en fait mes employés, quels sont les changements qu'ils ont envie de voir. Donc on les aide s'ils veulent organiser des impact lunch ou des choses. Voilà, si les employés veulent être plus informés sur une thématique ou une autre, c'est vraiment juste le point de départ en fait. Ouais. Et tous les deux, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce parcours, hein? Vous avez eu chacun plusieurs aventures entrepreneuriales précédentes. Vous, en tant que personne? Mais moi, en fait, en 2018, j'ai quitté ma 3e start-up. Voilà, donc toutes des startups dans la tech, for profit. Et je me disais, en fait, j'en fais une 4e maintenant. Et je sais pas, j'avais pas l'énergie. Je sentais pas que j'avais le drive de c'était une première fois que ça t'arrivait? Ouais, c'était la première fois. Et je me suis dit, en fait, je dois faire autre chose. Alors, comment est-ce que je peux utiliser mes compétences, mais autrement? Et donc, j'ai été revoir un ami qui travaillait dans l'aide au développement. Et je lui ai dit, mais tiens, il n'y aurait pas des projets entrepreneuriaux dans l'aide au développement où je pourrais aider et tout. Et puis, il me parlait de plein de choses et je ne me sentais pas du tout compétent. Et puis finalement, on est arrivé à d'autres sujets et je suis arrivé à finalement rejoindre un ensemble d'entrepreneurs qui ont créé Bicentral, bien connu de certains. Voilà. Exactement. Un projet extraordinaire. Et ça a été le début de se dire, mais finalement, comment je peux utiliser mon énergie entrepreneuriale, mes compétences au service d'objectifs plus for profit, mais for impact. Et ça a été et aujourd'hui j'ai le drive. et ce besoin en fait ne s'est matérialisé vraiment que à ce moment-là. Il n'y avait pas des prémices dans le Non, passé. il y avait vraiment des prémices avant. Ouais. C'était une discussion. Je sais que ma femme, ça la rendait dingue. Je dis mais enfin, pourquoi est-ce que je fais ça, etc. Est-ce que ça a vraiment du sens? Et elle avait raison, elle disait, mais en fait, tu donnes du travail à des gens, tu crées un environnement favorable, ça a beaucoup de sens aussi, ça a Parce beaucoup que qu'est-ce que d'importance. faisaient tes boîtes avant, les différentes startups? C'était toujours l'informatique, mais donc la première, c'était dans les ressources humaines,
Et puis la c'est deuxième... quoi, c'est des SaaS ou c'était essentiellement des SaaS. Okay. Ouais. Donc développer des logiciels, Voilà, il y avait un d'entreprise logiciel à entreprise. C'est ça, plutôt B2B, effectivement. Il y avait un logiciel d'optimisation de planning de transport routier, et puis un logiciel de gestion de portefeuille de magasins. Donc des chaînes qui ont plus de 100 points de vente, comment est-ce qu'elles gèrent toutes les données, la maintenance de tous leurs points de vente et tout ça. Et te manquait un côté humain qu'est-ce qui te manquait ? Ce que j'adore, et ce que j'adorais et ce que j'adore toujours dans l'idée entrepreneuriale, c'est que tu transmets ton énergie à toute une série de gens qui croient avec toi et qui ont l'impression d'avoir chacun le bébé ensemble, enfin un bébé tous ensemble, et on le porte et on le fait grandir quelques années. Donc ça, cette énergie, ça c'est vraiment ce que j'adore à travers toutes les expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Mais ce qui me manquait, c'était un peu cette dimension de finalité. Ouais. Voilà. Alors, je ne critique pas du tout le monde fort. Non, c'est ta démarche mais personnelle. Dans mon parcours, c'était le bon moment pour faire ce switch. Ouais. Et comme tu l'as dit, tu ne le regrettes pas. Et toi, Marie, de manière très pratico-pratique, toi, tu es enceinte pour le moment. Donc, mais c'était quoi dans tes tripes qui t'a amené à rentrer dans l'entrepreneuriat, à lancer des projets et puis petit à petit à t'amener là où tu es aujourd'hui ? Ouais, ça a été par étapes, parce qu'en sortant de l'UNIF, je me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai commencé en banque chez ING, je trouvais ça super. Enfin, mon idée que je m'en faisais était super. Puis je me suis vite rendu compte en fait que franchement, si le boulot était vraiment intéressant, c'était pas quelque chose qui me correspondait. On voyait pas un impact direct de son boulot, etc. Et ma première réflexion était en fait, ça va plus me correspondre si je vais bosser dans une petite entreprise où on produit un produit tangible. Donc je me suis dit, ok, je vais quitter la banque, je vais essayer de trouver quelque chose où, dans mon imaginaire, tu fermes la porte de l'entrepôt le vendredi et tu peux compter les objets que tu as produits, quoi. Oui. Et puis j'ai eu la chance d'être sélectionnée par un programme belge qui s'appelle le Fonds Prince Albert. Et donc je suis partie, qui envoie des jeunes à l'étranger de moins de 30 ans pour des entreprises belges. Et je suis partie en Malaisie pour une PME belge qui produisait des broyeurs de recyclage. Donc j'ai vraiment fait un switch total. Mais c'était tangible. C'était tangible. Mais je me demande encore ce qui a pris d'accepter ma candidature parce que du coup, à 26 ans, ils m'ont envoyé à Kuala Lumpur avec mon sac à dos et ils m'ont présenté un atelier de production là. Ils ont dit aux ouvriers et tout, voilà, Marie va gérer l'atelier de production, c'est la nouvelle boss. Et ils ont tous dit OK. Je comprends pas, mais bon, ils ont tous dit OK. Et donc voilà, et donc j'avais des ouvriers, j'avais des commerciaux, j'avais des gens de bureau, tout le monde parlait des langues différentes. Enfin, la Malaisie, c'est un pays où il y a plein de langues différentes, etc. Et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain à faire ça, à devoir apprendre un métier, utiliser des machines, parce qu'on me disait ah oui non mais le boss fait le chiffre de nuit et tout, ok, enfin voilà. Et donc j'ai adoré. En fait, je me suis dit ok mais c'est super. Je suis restée 3 ans en Malaisie et puis j'ai eu l'occasion d'aller ouvrir pour eux leur nouvelle usine en Thaïlande et donc je suis repartie. Et donc là on a tout ouvert from scratch, on a trouvé l'atelier, on l'a construit, etc. Et j'ai fait ça encore 3 ans de plus, donc je suis restée 6 ans en Asie. Et là je me suis dit ok ça c'est vraiment mon truc. Et en fait, j'ai eu le luxe de tester l'entrepreneuriat sans les stress de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'était la PME basée à Verviers qui finançait, etc. Moi, j'envoyais mes budgets et on me donnait l'argent. Je ne devais pas pitcher, je ne devais pas lever des fonds. Enfin, voilà. Donc ça, c'était l'entrepreneuriat sur place parce que je gérais ma boîte et je lançais des projets. Mais je n'avais pas du tout les stress de devoir trouver des investisseurs, etc. Et donc, je m'étais dit, OK, super, maintenant, je vais faire ça à mon compte. Et je suis rentrée en Belgique, je crois que c'était en 2019. Et là, je me suis dit, mais il manque quand même une corde à mon arc à l'UNIF. Quand moi, j'ai fait l'UNIF et que j'ai fait un GECO, on n'apprenait pas du tout l'informatique. Enfin, mes cours d'informatique, c'était dans un syllabus, pour vous dire. Il fallait dessiner des trucs. Et du coup, je me suis dit, en fait, je comprends rien. Et donc, si je veux lancer ma boîte, de la même manière où, quand on parle à son comptable, on veut comprendre ce qu'il nous dit. Si je parle à une boîte informatique et qu'elle me dit un site internet coûte, si elle me dit 5 000 ou 20 000 euros, je ne sais pas si je me fais arnaquer ou pas. Ouais. Et donc, j'ai fait le wagon à Bicentral. Super expérience, c'était vraiment génial. Et en fait, à force de traîner à Bicentral, on est piqué par le virus. Voilà. Et donc là, j'ai rencontré les gens de Startup Factory, etc. Et c'est comme ça que j'ai lancé un premier projet avec eux, qui était un projet de musée digital sur la Grand Place.
Mais c'était 3 mois avant le Covid. Enfin bref, tout ça n'a pas fonctionné comme prévu, ce qui fait aussi partie des épreuves et des expériences d'un entrepreneur. Et puis, j'ai entendu parler de ce projet Better, qui en fait était une fondation qui cherchait des entrepreneurs qui avaient envie de digitaliser et démocratiser la philanthropie. Et donc, en fait, comme par ailleurs j'étais bénévole dans pas mal d'assos, je m'étais dit, mais ça m'intéresse. Et ça, c'est assez marrant, c'est que moi, j'ai postulé, enfin, plein de gens ont postulé, mais moi, j'ai postulé avec une idée qui était Better, enfin, moins aboutie, mais qui était l'idée de Better. Et Thomas, qui est aujourd'hui mon associé, on ne se connaissait pas du tout, mais lui, d'un côté très tech, lui, il code depuis 30 ans, a postulé, enfin, il m'engueulerait si je dis 30 ans, 20 ans, a postulé avec vraiment plutôt le schéma de Better, mais sans vision commerciale et tout ça. Et donc, ils nous ont dit, rencontrez-vous. Et donc, on a bossé ensemble quelques soirées, et puis on s'est dit, OK, c'est bon. On le fait ensemble. Il y a le match. Mais c'est pour ça, ces témoignages-là sont hyper intéressants, parce que de nouveau, un peu l'objectif de ce talk, c'est de mettre en avant des gens qui entreprennent et de montrer la variété des profils, des chemins, la croisée des chemins entre le chemin personnel, mais aussi professionnel, et que l'entrepreneuriat peut prendre plein de formes différentes. Et donc, nous, ce qu'on espère ici à travers ces discussions, c'est de pouvoir, les gens qui nous regardent, de pouvoir vous inspirer à vous lancer. Que se lancer, c'est peut-être aller dans des formations, c'est peut-être rencontrer des gens, discuter avec des gens pour voir comment ils le font dans l'aide au développement, puis se rendre compte que c'est peut-être pas ça qu'on sait faire. Donc déjà, merci pour ce témoignage, parce que c'est capital pour un peu démystifier le côté entrepreneurial pour certains et faciliter l'accès à l'entrepreneuriat. Donc on continue, notre petit bonhomme de chemin, on dit que des bonnes choses, que tout va bien, etc. Mais il y a toujours un peu l'autre côté de la face. Vous, si je vous dis, mais c'est les gros stress, les gros problèmes, les gros downs que vous avez pu connaître, qu'est-ce qui vous vient en premier ? Moi, dans tous mes projets entrepreneuriaux, il y a des moments où je me suis dit, ça y est, c'est foutu, quoi. Franchement, game over, on passe à autre chose. Ah ouais, foutu. Non, franchement, je crois que toutes les startups, je pensais qu'à un moment, on allait faire banqueroute. Et puis, mes projets entrepreneuriaux, il y a des moments où on se dit, c'est coincé, pas possible. Et comment tu le vis et comment tu réagis à ça ? Alors, je crois qu'il y a 2 choses qui sont vraiment importantes. La première, moi, j'ai toujours travaillé en tandem. Donc, Philippe. Merci. Salut Philippe. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on est face à ces moments-là, si on n'a pas quelqu'un à qui on peut un peu faire sortir la pression et se dire, ok, on pense que c'est foutu, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un moyen d'y arriver autre qu'on pourrait activer ? Ça peut être très très lourd, ça peut empêcher de dormir, ça peut vraiment être compliqué. Et donc ça, je crois que c'est un bon conseil, c'est de trouver un binôme qui permet non seulement dans les bons moments de faire les bons choix, parce qu'en fait on se challenge mutuellement et donc on évite de foncer dans la première idée qu'on a, et ça c'est rassurant, mais aussi dans les moments difficiles de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un et de se dire, ok, on n'est pas tout seul dans cette galère. Oui, parce qu'Aurélien nous disait dans l'épisode précédent, Aurélien de Happy Hours Market, il disait, si j'ai pu résister justement à différentes épreuves, c'est parce que j'étais pas tout seul. Et d'ailleurs, il regardait Nouné, la fondatrice de Riche, qui vient de s'associer maintenant avec Jim, mais qui, depuis le début, est toute seule, on va dire, dans l'aventure. Alors, au fur et à mesure du temps, elle a engagée, mais elle est en tant que fondatrice seule dans cette aventure. Et il l'a regardée un peu en mode waouh, enfin vraiment, genre, je t'admire, je sais pas comment t'as fait, parce que moi, ça me semble. Ouais, parce que personne ne peut être à un niveau d'énergie constant. Et ce qui est aussi intéressant, parce que moi, ça fait 17 ans que je suis avec mon associé. Je l'ai rencontré 1 mois avant de rencontrer ma femme. Je suis toujours avec les deux. Je touche du bois. On s'entend très bien. Et j'aime beaucoup, et c'est un bon exemple, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent me voir, tiens, cherche une associée, comment je fais, où je peux les trouver, comme si c'était un peu un Tinder. S'il y avait un endroit pour les rencontrer. Mais souvent, c'est dans le travail aussi. Oui. Donc quand tu disais, et du coup on salue Thomas, qui bosse pas depuis 30 ans, mais depuis 20 ans, peut-être, depuis beaucoup de temps. Très longtemps. Voilà, qui a énormément d'expérience et d'expertise, mais qui est très 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 jeune. Et tout. Mais le fait d'avoir pu travailler ensemble sur un projet permet en fait de voir avec qui on s'associe, et je pense que a priori, de dire, tiens, on a un projet ensemble, mais on n'a pas encore travaillé,
c'est pas évident. Quand on a eu la chance de pouvoir déjà travailler avec quelqu'un et puis mettre en route un projet, ça veut dire qu'il y a déjà tous des atomes crochus un peu inconscients qui se sont mis, qu'on a déjà été dans des situations de stress. Et généralement, c'est dans les situations de stress où on a moins de patience, on est moins, du coup, on est beaucoup moins tolérant et qui peut faire que les chemins se séparent. Et Philippe, du coup, avec qui tu es associé pour Impact2 ? Ouais. Votre association a commencé avec Impact2 ou vous avez déjà été associé pour une start-up précédemment Donc Impact2 et EduKit qui était un peu la prémisse de Impact2. Et non, on n'avait jamais travaillé ensemble. Pourtant, on avait des profils vraiment très, très similaires. Mais on s'était rencontrés à l'école de nos enfants. Ok. Et donc, on avait sympathisé comme ça. Et Vous aviez les mêmes problèmes. Ouais, et en fait, les mêmes envies, je crois aussi. Ouais. Et je crois que tu sens aussi les gens avec qui tu as une affinité, que tu vas regarder alors, avec des compétences différentes. On n'a pas le même caractère, voilà. Mais avec qui tu as quand même des sensibilités proches. Ouais. Et donc ça, c'est super important. Et alors, voilà. Mais être à deux, ça change quand même tout. Parce que moi, je vais en Asie, j'étais toute seule. Et en fait, il y a une espèce de fatigue décisionnelle qui, surtout, enfin, je veux dire, par exemple, quand on se faisait l'usine, c'était des bêtises. Vous voulez les murs en quelle couleur, les interrupteurs à quelle hauteur. Et en fait, on dit, je sais pas, prenez une décision pour moi, je sais plus. et en fait, on prend plein de petites décisions tout le temps qui polluent en fait l'esprit, qui sont pas spécialement importantes, mais qui doivent être prises. Et quand on est à deux, il y a quelqu'un d'autre qui aide et qui dit non, mais prends du recul, c'est pas grave. Là, on décide tout ça, ça va être bouclé en 1 heure et puis on fait autre chose. Puis on a des énergies différentes aussi. Quand il y en a un qui a un enfant malade qui dort pas, l'autre il est plus en forme, etc. Et donc ça permet de. Et t'as quelqu'un aussi qui te rappelle ce que tu disais il y a 2 mois, tu vois, qui dit mais souviens-toi, tu disais si on décroche ce client-là, c'est bingo, et là tu veux déjà plus, ben non. Enfin voilà, donc ça. Célébrons. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et toi alors, puisque c'était quoi un peu le gros down qui te vient dans ce parcours entrepreneurial ? Je crois que, en fait, comme dans mon job d'avant en Asie, je travaillais sur des contrats qui se négociaient sur du très long, c'était de l'industriel. Donc il y a des étapes qu'on passe, il faut être accepté comme supplier, etc. Il y a des étapes et on sait que si on avance et qu'on remplit les critères qui sont en fait techniques, si on sait répondre à tel, en fait on va être validé comme supplier et à la fin on aura la commande. Et ici, dans un projet digital, en fait, je me rends compte que tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Et en fait, se rendre compte qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour d'un projet, quand plein de gens disent « Ah, c'est super, il faut que ça existe, venez présenter ça à mon HR, il va adorer ». Et parfois, il y a 1 an et demi entre le HR qui adore et la signature. Ça, c'est parfois très, très difficile de se dire, en fait... parce qu'en fait, on fait c'est pas toujours le cas dans l'impact, mais nous, en tout cas, on se rend compte qu'on fait un projet vraiment important, qui apporte beaucoup de bien aux entreprises, mais qui souvent est laissé de côté. C'est pas le core business de l'entreprise, quoi. Donc s'il y a une urgence business, c'est toujours... Faut passer toujours au second plan. Voilà. Et donc le HR, il va nous dire, ok, je le présente au CA ce mois-ci, donnez-moi les slides, etc. Et puis il dit non, il y avait une urgence business, il y avait une urgence business, il y avait une urgence business. Et gérer ça, et donc pouvoir se poser les bonnes questions, se dire, ok, est-ce que c'est parce que notre produit n'est pas adapté ? Est-ce que c'est le product market fit ? Est-ce qu'on doit le repenser ? Et ce qui parfois est le cas. Ou bien est-ce que c'est parce qu'on doit accepter les délais qui ne sont pas les bons ? Et donc ça, c'est hyper difficile en fait. Tant que tu n'as pas tes premiers feedbacks, tes premiers retours, te dire pourquoi ça coince, où ça coince. Et souvent, ce cycle de vente, au final, entre le démarchage et la signature du contrat et l'envoi de la première facture et la réception Exactement. de l'argent sur le compte, crée un grand espace-temps qu'on a tendance souvent à sous-estimer. Oui. Et donc, on se retrouve souvent hyper ambitieux, peut-être plus dans les tech startups où, moi, je le vois de mon expérience en tant que business angel, on lève des fonds, on est go sur le marché, et puis en fait, ça met plus de temps, sauf qu'on a pris le coût, le personnel, le développement, les partenaires, le plan marketing et tout ce que tu veux. Et le revenu, le coût, il est là, et le revenu, il traîne à arriver, quoi. Et donc, on se retrouve dans une mauvaise situation, et ça met une pression énorme. Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Alors, on passe à la suite. On va avoir une masterclass magistrale avec Delphine. Oui. Enfin, magistrale, je sais pas, mais oui. Il faut quand même te mettre un peu de pression, non ? Et bien justement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler financement. En Belgique, créer une SBL, c'est relativement simple. Ce qui est plus compliqué, par contre, c'est de la pérenniser, de couvrir ses dépenses. Alors, beaucoup d'SBL tentent de se financer avec leurs propres ressources.
mais malheureusement, ça ne suffit pas toujours. C'est la raison pour laquelle on conseille de faire appel à différentes sources de financement. Et chez Hub Brussels, on les a catégorisés, on les a classés en 4 catégories. Le financement par les membres de l'association et des tiers, les subventions publiques, l'activité même commerciale de l'association ou encore le crédit. Alors, pour ce qui est du financement par les membres et des tiers, il peut y avoir les cotisations des membres de l'association. Il peut y avoir aussi, évidemment, des dons. Le sponsoring aussi. Donc ça, c'est l'échange, en échange d'une visibilité pour une marque, un nom, un apport financier. Il y a aussi le mécénat. Là, on est sur de la philanthropie pure. Il n'y a pas de contrepartie, pas de visibilité, contrairement au sponsoring. Alors, il y a aussi le crowdfunding pour les associations. Et donc, c'est-à-dire le financement de projets via des plateformes en ligne. Et il y a la plateforme, notamment la plateforme Lita.co, qui est connue pour présenter des projets à impact sérieux. Et alors, au sein du crowdfunding, en fait, il peut y avoir différents types pour des associations. Il peut y avoir le crowdfunding par le don, le crowdfunding avec une contrepartie, et aussi le crowdfunding par la dette. Alors, une association peut également répondre à des appels d'offres, des appels à projets. Il y a aussi les fondations qui sont là pour soutenir des associations. Alors, on a plusieurs fondations qui sont actives en Belgique. Il y en a une qui est très connue parce que très active. C'est la Fondation Roi-Baudouin, qui soutient des centaines de projets chaque année et dont l'argent provient de la philanthropie. Donc, en termes de pression aussi, ça peut être un élément important. Et alors, il y a aussi, peut-être un peu moins connu du grand public, les service clubs, comme par exemple le Rotary Club ou le Lions Club, qui sont en fait des clubs qui regroupent des membres qui mettent en commun leurs compétences et leurs engagements au sein de causes. Ce sont généralement des causes tournées vers les personnes plus fragiles, donc précarisées, malades, handicapées. Donc voilà, ça peut être aussi une source de financement. Alors, il y a aussi les subventions publiques, subsides ou primes, qui, à différents niveaux, au niveau européen, fédéral, régional, communal. Au niveau régional et à Bruxelles, c'est l'administration Bruxelles Économie Emploi qui s'occupe des subsides. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur leur site où sont présentés tous les subsides et vous retrouverez plus d'informations. Alors, depuis 5-6 ans, je crois, les ASBL en Belgique ont le droit d'avoir des activités commerciales de manière illimitée. Et donc, l'activité commerciale d'une ASBL peut être une source directement, évidemment, de financement. Et les associations ont aussi le droit de faire ce qu'on appelle des manifestations, donc en fait des événements pour à la fois gagner en visibilité, peut-être un dîner, un gala, une réception, mais aussi pour récolter de l'argent. Et alors enfin, dernier type de source de financement, le crédit. Donc une association peut faire appel à un organisme bancaire, à des banques, pour obtenir des crédits. Ça peut être utile notamment si on a justement des subventions publiques. Généralement, pour les subsides, il faut avancer les fonds. Alors si on ne les a pas, on peut se tourner vers un organisme bancaire. À Bruxelles, il y a aussi deux organismes qui font des prêts aux associations. Il y a Finance and Invest Brussels, qui est une organisation publique régionale, au travers de Brussoc, qui propose des produits, des prêts, comme par exemple le prêt Proxy ou Citizens. Et puis après, il y a d'autres organismes comme Credal, par exemple, qui propose aussi des prêts pour des projets associatifs. Alors, si j'en profite pour faire une petite mini session info, si vous pensez à créer une ASBL ou si vous avez déjà une ASBL et que vous êtes intéressé d'être accompagné, conseillé, ça peut être évidemment sur les sujets du financement, mais d'autres, sachez qu'il y a des organismes à Bruxelles qui sont là pour vous aider, notamment monasbl.be ou encore IDJ. Alors nous, chez Hub Brussels, on est là pour
soutenir l'entrepreneuriat. Donc évidemment des ASBL qui ont des activités commerciales, on est évidemment là aussi pour les accompagner, mais sachez qu'il y a vraiment des organismes qui sont dédiés à l'accompagnement des ASBL. Et alors, chez Brussels, on organise régulièrement des événements, des Focus Days, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant ici, 2 événements à venir. En avril, un Focus Days, donc 2 jours consacrés aux ASBL, qui vous parleront certainement de financement, mais d'autres éléments aussi qui peuvent être intéressants. Et alors, je crois que c'est au mois de mai, 2 jours aussi qui sont consacrés là à la thématique du financement, donc qui ne couvriront pas évidemment que les ASBL, mais qui couvrira le financement au sens large. Merci Delphine. Magistrale. Petite question, du coup, j'en profite avant de passer à la chronique suivante, où il faudra de nouveau être bien accroché. Vous êtes toutes les deux sous format ASBL. Tout à fait. Better aussi Nous, on est hybride. On a une ASBL et une SRL. Donc, on a l'ASBL pour notre partie philanthropique, c'est-à-dire sélection des assos, etc. Ouais. Et pour toute la partie B2C, où on n'a pas de marge et c'est gratuit pour les gens qui donnent. En revanche, pour les entreprises, là, c'est une SRL où on facture nos services aux entreprises. Pour justement financer, est-ce qu'il y a un lien? Le but, c'est de justement venir financer avec la partie justement ASBL. Non, en fait, dans un monde idéal, j'aurais adoré rester une ASBL. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des activités commerciales, donc j'aurais pu facturer mes clients B2B depuis une ASBL. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour lever des fonds, alors ça dépend vraiment, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais dans notre cas, comme c'est un produit assez tech, c'est une manière assez tech de prendre des risques et de construire. Il ne peut pas y avoir d'equity dans une ASBL. Il n'y a pas de capital en fait dans une ASBL, donc les gens ne peuvent pas prendre part au capital. Et donc pour développer la partie commerciale et donc le produit, on a voulu lever des fonds à impact et qui du coup, à juste titre, demandent une part de capital. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a créé la SRL. Et en fait, avec le recul, on trouve ça très bien parce que du coup maintenant, nos jurys, etc., tout ça est logé dans l'ASBL et c'est 2 choses séparées. Donc l'ASBL est responsable de faire le suivi des projets, les sélectionner, vérifier l'impact, etc. Et comment vous la financez justement Mais en fait, du coup, c'est des bénévoles, c'est des personnes qui font ça par ailleurs dans des fondations et qui là font ça aujourd'hui pour nous à titre bénévole. Donc en fait, elle a besoin très peu de financement, quoi, c'est ça. Et donc elle nous dit les projets qui peuvent aller sur la plateforme et ça on les met sur la SRL, sur la plateforme en fait. Et donc la SRL après le propose aux entreprises. Et l'avantage c'est que du coup on a un Chinese wall. Et donc quand on va avoir un client qui dit je trouve ça super better, par contre je prends l'abonnement mais alors il faut que la ASBL de ma cousine soit dessus, on peut dire elle peut postuler appel à projet, c'est une ASBL séparée avec une spécificité philanthropique. Donc en fait ça rend les choses en fait très propres. Il y a du vécu là-dessous. Et du coup, chez Impact2, comment est-ce que vous financez? Parce que j'ai vu que notamment pour le projet Educate, vous étiez soutenu par la Fondation Roi Baudouin. Est-ce que, outre la Fondation, vous avez d'autres sources de financement? Oui, donc la Fondation Roi Baudouin nous soutient. Il y a d'autres philanthropes qui nous soutiennent. Donc en fait, on est financé à 100% par des fonds philanthropiques. Et un peu le pitch vers ces fonds, c'est de dire, voilà, vous soutenez un projet. Mais nous, notre objectif, c'est que le plus rapidement possible, on va trouver une solution et passer le bébé à l'autorité publique. Et donc, vous n'aurez pas à nous financer dans la durée. Parce que moi, j'ai énormément de respect pour tous les projets qui, non seulement doivent trouver le financement à la première année, mais d'année en année, doivent continuer à trouver du financement. Et ils ont des projets magnifiques, mais il y a parfois une fatigue qui peut s'installer. Et donc ça, c'est un fameux défi, quoi. Magnifique, merci. Alors on passe à la chronique suivante, la chronique que vous attendez tous, que tout le monde est un peu stressé en plateau, il y a une espèce de tension qui est née. Béatrice, je te passe la parole pour la chronique J'ai les nerfs. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui? Alors le thème aujourd'hui, ça va être pas de cash, pas de projet, pas de magie. Alors cette frontière entre le profit et le non-profit est vraiment ridicule. On dirait qu'on joue un peu à choisis ton camp, camarade. Soit tu veux faire du fric, soit tu veux sauver la planète. Comme si l'univers avait décidé qu'on ne pouvait pas faire les deux à la fois. Mais ça veut dire quoi alors? Que si tu lances une boîte pour planter des arbres ou aider les gens, tu n'as pas le droit de gagner ta vie? Et inversement, si tu es entrepreneur, forcément, tu es un méchant loup qui détruit tout sur son passage. Alors sérieusement, on est vraiment toujours coincé dans cette version un peu Disney du monde? Il faut arrêter cela.
On dirait qu'avoir une activité rentable, c'est presque un péché dans le milieu de l'impact, un truc de capitalistes débridés qui n'ont vraiment pas d'âme. Et pourtant, quand on y pense, l'argent, c'est aussi ce qui permet de donner vie au projet, aux idées. Une entreprise sociale sans revenus, c'est un peu une coquille vide, juste un rêve sur papier. Alors franchement, sortons de ces clichés et arrêtons de diaboliser l'argent. Le profit n'est pas un gros mot, c'est juste un outil, ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait avec ça. Et puis soyons honnêtes, combien d'entre nous peuvent se permettre de vivre uniquement de bonnes intentions ? Sans un minimum de rentabilité, aucune action ne peut durer. Et l'impact dont on rêve tous, il demande des moyens, des ressources et oui, l'argent pour devenir une réalité. Alors arrêtons de croire que l'impact et succès financier sont incompatibles. L'un peut renforcer l'autre. Chaque euro gagné peut devenir un levier pour un changement plus grand. Si on veut un monde meilleur, on a besoin d'entrepreneurs audacieux, on en a ici aussi aujourd'hui 2, qui sont capables de jongler entre l'impact et la rentabilité. Des gens prêts à se retrousser les manches, à créer, à tester, à échouer aussi parfois, mais toujours avec cette volonté de faire bouger les lignes. Parce que c'est lui, le cash aussi, qui permet d'investir, d'innover, de recruter des talents et de multiplier les impacts. Pas de cash, pas de projet, pas de magie. Et non, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est du bon sens. Réussir financièrement n'empêche pas d'avoir une éthique, au contraire, cela permet de la mettre en pratique à grande échelle. On ne sauvera pas la planète uniquement avec des promesses, il faut des actions concrètes, des structures solides et oui, des moyens financiers pour les porter. Le monde a besoin de modèles qui marchent et pas juste des belles intentions. Alors au lieu de voir le profit comme un obstacle, voyons-le comme un carburant pour nos projets les plus ambitieux. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas l'argent en lui-même, mais ce que l'on en fait. Et si on s'en sert pour construire un avenir plus juste, plus vert ou plus humain, alors pourquoi hésiter ? Bravo, bravo. Non, très juste, très juste, très juste. Un carburant, un moyen, et ça dépend ce qu'on en fait. Mais c'est ce que, enfin oui, et chez moi aussi, chez Bicode aussi, on dit, mais s'il n'y a pas de moyens, il n'y a juste pas d'impact. Et c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de personnes avec des très, 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 très bonnes intentions, mais s'il n'y a pas de moyens, il n'y a juste pas de résultat. Et donc, il faut vraiment voir comment bien concilier ces sujets-là, qui ne sont pas toujours évidents dans une population qui ne vit souvent que pour l'impact qu'on peut faire. C'est ça. Et après, l'argent est nécessaire pour payer des gens, payer des fournisseurs, des partenaires, etc. Alors, après ce grand jet les nerfs, on n'a pas dit le coup de gueule, qu'on a fort apprécié, on arrive petit à petit à la fin de cet épisode. Donc, on va avoir maintenant la présentation. Je pense qu'on peut passer à... Tiens, mais qui c'est ? Ah, ça peut être... Qui c'est ? Qui c'est ? Ça peut être Daniel, alors, Delphine, toi, tu penses que c'est... Je pense que c'est Marie. Pardon. Béatrice ? Marie. Les yeux ? Non. C'est noir et blanc. Hein. Ah, ça c'est un indice. Ça c'est un indice. Non, on a... Alors entre vous deux, qui c'est Ah, c'est moi. Et Et donc voilà, effectivement pas très grand, mais j'ai pas tellement changé, si. Un petit peu quand même, vous m'avez pas reconnu. Mais en bien, mais en mieux. Super. Et donc raconte-nous un peu, c'est l'opportunité ici, hein, c'est un peu le moment, façon de parler, tendresse ou émotionnelle, mais de faire le lien parce que on pense que... Ouais, c'est non, mignon. Je suis émotionnelle, je m'y attendais, mais tendresse, je m'y attendais pas, je trouvais pas mignon. Il faut bousculer les codes, quoi. Ouais. Non, en fait, l'idée, de nouveau, c'est de montrer des entrepreneurs et des entrepreneuses que c'est des personnes, que c'est des êtres humains, qu'ils ont des défis, qu'ils ont des succès, qu'ils ont des parcours, et que de nouveau, ça puisse inspirer, vous qui nous regardez, à vous lancer, à aller plus loin, à ne pas abandonner et à réussir vos projets. Et donc, quand on regarde ton parcours, quel lien tu pourrais faire entre ce petit garçon-là et l'homme, l'entrepreneur, le mari, le père de famille que tu es devenu ? Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est pour ça que je te l'ai envoyé, c'est qu'on a l'impression que le bain, c'est un peu comme un bateau et qu'il est en train de partir à l'aventure
pour découvrir des contrées exotiques ou vivre des aventures. Et ça, bon, effectivement, j'ai un peu changé, mais ça, c'est resté quand même. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie, c'est une curiosité, une envie de découvrir des choses nouvelles. Quand j'étais petit, je me disais que j'avais vraiment envie d'aller vivre en Amazonie, découvrir des choses qui avaient l'air très, très exotiques. Aujourd'hui, je suis resté en Belgique. Mais dans l'Amazonie de la fonction publique. Exactement. Et donc de découvrir là comment parvenir à trouver ton chemin. Et voilà, parfois, dans un écosystème il faut y aller à la machette. Un petit voilà, peu et puis d'autres fois, il faut bien préserver, comprendre comment faire. Il faut travailler avec parce qu'il y a un capital. Ton environnement qui est très, très important. Et voilà, donc ça, c'était ce qui m'a vraiment avec marqué. optimisme et enthousiasme. Et effectivement, dans l'impact, comme dans le for profit, et je suis tout à fait d'accord avec ta chronique, quand on veut entreprendre des choses nouvelles, il faut beaucoup d'optimisme et de sourire pour pouvoir garder le cap dans les moments qui sont plus difficiles, comme les moments qui sont joyeux. Et donc voilà, ça c'était un petit peu ce qui est resté de ce petit bonhomme dans celui que je suis devenu aujourd'hui. C'est génial. Alors la photo suivante, ça ne pourrait être que Marie, Non, c'est clair. C'est pour ça que j'avais mis l'ordre des photos, je l'avais truqué pour créer un peu cet effet de suspense. C'est un cochon d'Inde, la partie. Non, c'est une poupée. C'est une poupée. Et donc, est-ce que Marie, tu vas nous raconter que tu voulais devenir docteur et Ouais, j'ai même commencé par étudier la médecine. En fait, j'ai pris cette photo parce que je trouve que souvent, quand on est plus jeune ou quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur, peu importe l'âge, mais on a toujours l'impression que les gens plus loin, entre guillemets, savent très bien ce qu'ils font et n'ont jamais de doute. Et quand on est petit, on pense que les adultes, ils savent ce qu'ils font pour toujours et ils n'ont jamais de doute. Et moi, du coup, j'étais sûre que je voulais être médecin. Et une fois qu'on est grand, on est maman, papa, on a un métier et ça change jamais. Et on se pose jamais de questions. Et en fait, j'ai vu ça à plusieurs moments de ma vie. Pareil, après, quand j'ai fait des études... j'ai commencé des études de médecine et en fait, je me suis rendu compte que même si les études fonctionnaient, j'aimais pas trop l'idée d'être médecin, donc c'était pas idéal. Et donc après, j'ai fait un GECO et là, pareil, je me suis dit non, je veux être banquière, je suis sûre, ça a tout son sens, j'adore la finance, j'adore les maths et tout. Et puis quand on commence et qu'on se dit en fait, c'est peut-être pas ça que je veux, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est ça un peu le message que je veux faire passer, c'est qu'en fait, le plus important, c'est de se mettre en mouvement et de commencer, de tester, et que c'est pas... Aujourd'hui, les carrières, c'est pas linéaire. Personne commence un truc à 25 ans et termine à 65 ans, et j'ai fait la même chose. Se mettre en mouvement, c'est exactement ça. Bravo. Ouais. Et donc, quand on dit, je veux lancer un truc, personne n'a l'idée parfaite. En fait, commence, teste, fais peut-être de la consultance, propose de faire du freelance, découvre ce que c'est l'industrie dans laquelle tu veux te lancer, mets-toi en mouvement, et les choses vont se mettre en place. Mais si on attend et qu'on se dit, un jour, je vais savoir avec certitude ce que je veux être... franchement, on peut attendre longtemps. C'est cette difficulté de vivre dans le doute ou dans le questionnement continu et dans la surprise. Ce qui est l'avantage pour des profils curieux, c'est que ça donne un degré d'ouverture pour accueillir finalement toutes ces surprises de l'entrepreneuriat où il n'y a jamais rien qui est comme prévu. Mais oui, c'est ça. Oui, parce qu'on ne stimule pas beaucoup nos jeunes non plus à vivre en étant curieux, en étant dans le doute, on stimule pas. Non, mais comme le dit Marie, tu fais une formation, tu vas devenir médecin. Un médecin, ça fait ça. Et tu seras médecin toute ta vie. Ou avocat, ou peu importe, ou plombier, ou électricien. Mais en fait, je trouve que, et c'est dans tout, je vois souvent quand on me dit, oui, mais même dans les relations humaines, comment t'as su que c'était la bonne personne avec qui t'étais? Mais en fait, tu sais pas. Tu testes, tu te mets en mouvement, et puis tu te dis, ça marche bien, c'est plus facile qu'avec d'autres personnes. Je veux dire... T'as raison, en tout cas, votre génération aussi, je dis votre, je dis pas que vous êtes tous de la même génération, mais je regarde. Non, mais. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas, mais je vais m'en sortir. Je me tourne vers Marie, mais je me rappelle, c'est vrai qu'à l'école, on nous a jamais dit. Tu pourras avoir tel métier, puis peut-être qu'après quelques années, tu en auras un autre. On te demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, comme si en fait il y avait un choix à faire. Et comme tu disais, donc même dans les livres pour enfants, tout ça, c'est la maman ou le papa. Bon, à l'époque même la maman, elle travaillait même pas spécialement, mais le papa, papa, il est médecin ou il est avocat. Et dans le livre ou dans l'histoire ou dans un dessin animé non plus, il change pas de métier en cours de chemin. Mais donc on n'a pas grandi avec cette idée-là. Faudra trouver sa voie.
voix et il y aura une voix. Et peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas si maintenant, aujourd'hui, on partage un peu plus ça à l'école ou pas, mais enfin, j'espère. C'est une possibilité en plus, parce qu'après, de nouveau, il y a la possibilité de faire le choix de rester dans et d'être très bien là-dedans. C'est vocations qu'on parle, hein, professeur... on parlait de l'enseignement, les professeurs sont portés par une vocation et se retrouvent dans cette route. Après, souvent, on voit les entrepreneurs qui commencent une route, ils savent qu'ils veulent faire quelque chose, mais ce n'est pas encore clair. Il faut rencontrer les gens, rencontrer les idées, et puis après que les choses se mettent les unes avec les autres. Oui, mais si je peux dire, en fait, même les enseignants, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est une énorme richesse quand un enseignant vient du privé, qu'il n'a pas fait toute sa carrière comme enseignant, et peut-être qu'à un moment, cet enseignant, en fait, il a envie de faire de la politique, et puis à un moment, il a envie en fait, il a une idée, il peut se lancer, et en fait, s'autoriser, avoir la confiance, comme tu le disais, de se dire, en fait, je suis pas 100% sûr de là où ça va me mener, mais aujourd'hui, j'ai envie d'essayer dans cette voie-là. Ça donne des parcours de vie qui sont super intéressants. En fait, les personnes, quand on regarde les parcours de vie aujourd'hui, on voit toutes les pièces de puzzle et on se dit que ça a du sens. Mais en fait, il faut juste se dire non, j'explore, je regarde. En fait, les risques, souvent, ils sont pas démesurés. Hein. Si on se dit je vais tester ça pendant 1 an, au pire, qu'est-ce qui arrive ? Je suis au même point de départ et je peux retourner. Si j'étais consultant, je peux retourner voir mon employeur et probablement que je peux même avoir mon job. Et donc, en fait, il faut se dire c'est pas grave, je teste et tout ça aura du sens quand le parcours sera fini. Et c'est cette idée, en tant qu'enfant, on se dit, ouais, les grands, ils savent tout ce qu'ils veulent et ils doutent jamais. Mais en fait, non, dans chaque étape de notre parcours. Et en entrepreneuriat, pareil, il faut savoir pas être amoureux de son idée. Peut-être qu'en fait, l'idée qu'on avait au départ, c'est pas du tout la même. Enfin, nous, jamais on s'était dit qu'on allait on allait faire un produit pour des entreprises. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a le plus d'impact pour les ASBL. Et c'est du coup, on se permet d'être beaucoup plus à l'écoute et de changer et d'écouter et de voir où ça mène, quoi. Et en parlant d'impact et de vie, vous êtes venus chacun, évidemment, à ma demande, avec un livre. Donc, quel livre vous avez choisi et pourquoi avoir fait ce choix ? Alors moi, il est caché loin. Désolée. Moi, j'ai amené un livre, parce qu'on était un peu dans les médias, là, non ? Défaire les discours sexistes dans les médias. Donc, peut-être le montrer là. Ouais, la caméra. Voilà, là. C'est un super livre. Enfin, moi, j'ai trouvé, il est assez militant, assez féministe. Mais je trouve ça intéressant, en fait, de se poser des questions. On voit qu'il y a beaucoup de changements aujourd'hui et même l'impact de la langue. Et donc, il y a tous les exemples très connus, hein, mais une femme s'est fait violer par Monsieur X. Ben non, on ne peut plus mettre ces titres dans les médias. C'est Monsieur X a violé une femme. Ce n'est pas elle qui est au centre de l'action. Et donc, voilà. Et donc, c'est tous ces discours qui changent et c'est comment, en fait, l'impact de la langue et les habitudes. On dit, c'est pas très important, mais en fait, oui, ça a beaucoup d'impact et c'est très important. Et donc, c'est tous les titres de médias décortiqués et des suggestions de comment il faudrait les reformuler. Et ça permet, en fait, d'avoir un œil critique, même sur nous, notre manière de parler, de dire les choses. Oui, au-delà des médias. Enfin, ici, c'est un exemple dans les médias. Parce que c'est sur le sujet des médias, mais qui s'applique, en fait, dans mais c'est l'impact de la langue et de la manière dont on parle et d'utiliser... le passif, souvent, quand en fait, on devrait utiliser la voix active, etc. Et c'est un livre qui m'a secoué, que je trouvais assez intéressant. Magnifique. Génial. Moi, j'ai pris les Déracinés. Alors, c'est un livre qui se passe, et c'est ça que j'ai vraiment trouvé super intéressant, dans les années 30, en Autriche. Et c'est un moment où tout ce qu'on pensait comme étant certain, le statut des gens, les règles, les institutions se dérobent sous les pieds des gens. Et en fait, il y a des plaques tectoniques historiques qui se rentrent dans l'une l'autre. Et en fait, les personnages sont obligés de se réinventer une vie en faisant preuve de caractère. Et voilà, et je trouve que... je me suis toujours posé la question, mais en fait, si j'avais vécu dans des moments... particulièrement critiques, des guerres ou cette période justement avant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que j'aurais pris les bonnes décisions, choisi le bon côté, fait preuve du caractère qu'il fallait pour oser partir quand c'était nécessaire, réorienter ma vie d'une autre manière au moment où c'était nécessaire. Et voilà, je trouve que c'est des périodes qui sont assez géniales parce que on enlève toute la structure qui tient les individus et on voit vraiment ce qui reste de caractère et de valeur. Mais c'est marrant parce que les deux livres, au final, il y a aussi un pont entre les deux, hein, cette espèce de structuration de l'esprit d'une certaine façon,
là, toi, c'est pour aller suivant les points de vue, pour pas rentrer dans la polémique. On va pas rentrer dans la polémique. On a déjà rentré dans la polémique des âges, plus ou moins, des générations, avec Delphine. Mais comme c'est pas une émission polémique, mais effectivement, la façon dont on conceptualise les choses. Et souvent, de nouveau, on va refaire le pont plutôt vers l'entrepreneuriat. On a tendance à prendre le monde tel qu'il est, alors que l'entrepreneur dit, mais non, tu le vois comme ça, mais ton verre à moitié vide, il est aussi à moitié plein. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans nos têtes et franchir le cap, oser se lancer, remettre en question sont des fondements de l'entrepreneuriat. Donc je trouve ça assez marrant qu'il y ait un espèce de fil rouge. Après, il y a peut-être que moi qui le vois. Ça, c'est possible aussi, mais entre les deux bouquins. Donc déjà, et encore, surtout, un tout grand merci d'être venu. Je pense que votre témoignage était hyper intéressant. Donc on a eu la chance ici dans cette émission d'être plutôt sur la thématique associative, not for profit, si on veut, et de montrer qu'on peut avoir de l'impact, et on l'a vu avec des sociétés qui ont un but à faire du profit, d'autres qui ont une forme morale pour ne pas faire du profit, qui a des sources de financement à travers la masterclass. Donc c'est possible de se mettre en route, ce n'est pas simple, mais c'est un processus, c'est un chemin. Et dans ce chemin, avec notre fantastique chroniqueuse, j'adore ce terme, qu'en fait l'argent reste le nerf de la guerre et est un moyen pour parvenir à ses fins. Et donc il ne faut pas voir l'argent comme une fin en soi, ni comme étant un espèce de chose qu'on met autour du cou en disant voilà, moi j'ai de l'argent ou je suis quelqu'un. Comme un moyen. C'est un moyen pour atteindre ses objectifs. Oui. Et quand on est dans un objectif qu'on croit profondément, j'ai l'impression que tous les deux c'est ancré en vous, dans votre cœur, si vous aviez les moyens, vous allez avoir plus d'impact. Donc un tout grand merci. N'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas vu les émissions précédentes, allez les revoir, les liker, les commenter, les partager. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas non plus à contacter les participants. Il y aura toutes les informations dans la description de cette vidéo. Un tout grand merci et à très bientôt.